Une conférence médicale? C'est comme ça que tu appelles le fait de coucher avec un inconnu? Laisse-moi deviner, vous avez joué au docteur? Je m'appelle Henri Dubois, et je pensais être marié à une infirmière dévouée qui faisait occasionnellement du bénévolat à l'église locale. Il s'est avéré que j'avais à moitié raison pour l'infirmière, mais complètement tort pour la dévotion. Tout a commencé avec la valise. Claire préparait ce qu'elle appelait une conférence médicale à Lyon. 3 jours de formation continue et de réseautage avec d'autres professionnels de la santé. Un travail noble, le genre de choses qu'un mari compréhensif encourage parce que cela témoigne d'une croissance professionnelle et d'un dévouement aux soins des patients. Je lui apportai une tasse de café quand je l'ai vue, une tenue de nonne pliée soigneusement à côté de son uniforme d'infirmière, et à côté, un paquet de 12 préservatifs encore dans leur sac de pharmacie. Pendant 30 bonnes secondes, mon cerveau a essayé de traiter cette information comme un ordinateur tentant d'exécuter un logiciel pour lequel il n'était pas conçu. Costume de nonne, uniforme d'infirmière, stock industriel de prophylactique, conférence médicale. Soit Claire avait développé des intérêts très spécifiques en matière de formation continue, soit il ne s'agissait pas vraiment de conférence médicale. Chérie, ai-je appelé, ma voix atteignant cette neutralité prudente que j'avais perfectionnée pendant 17 ans de mariage, c'est quoi ce déguisement d'Halloween? Elle est sortie de la salle de bain, brosse à dents à la main, l'air d'avoir été prise en flagrant délit de vol dans la quête de l'église. Oh, ça? La conférence a un dîner à thème, une soirée sains et pêcheurs. Tu sais comment ça se passe avec ces trucs médicaux, ils essaient de tout rendre amusant. Elle a livré cette explication avec la même assurance professionnelle qu'elle utilisait pour expliquer pourquoi les patients avaient besoin de leurs médicaments. Sains et pêcheurs, ai-je répété lentement, lors d'une conférence médicale. Il s'agit de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de l'importance des limites morales dans les soins de santé. Elle se brossait les dents maintenant, ce qui rendait ses mots légèrement mousseux. Une pensée très progressiste. Et les préservatifs? Elle a fait une pause au milieu du brossage. À travers le miroir, j'ai vu ses yeux faire ce calcul qu'il faisait quand elle décidait combien de vérité mélanger à ses mensonges. Des échantillons gratuits. Le représentant pharmaceutique voulait que je les distribue à la conférence. L'éducation à la sexualité sans risque fait partie des soins de santé complets. J'ai hoché la tête pensivement. 12, ça fait beaucoup pour 3 jours de formation. C'est une grande conférence. Ça doit l'être. Cette nuit-là, tandis que Claire dormait du sommeil paisible de quelqu'un dont l'histoire avait un sens parfait pour elle, je suis resté éveillé à faire les calculs. 12 préservatifs, 3 jours. Même s'il s'agissait d'une sorte de programme d'éducation médicale avant-gardiste, les chiffres ne s'additionnaient pas, à moins que Claire ne prévoie de donner une démonstration très pratique. Le lendemain matin, elle est partie pour l'aéroport avec un baiser sur ma joue et la promesse d'appeler tous les soirs protocole de voyage d'affaires standard, sauf que je l'ai suivie jusqu'au parking et l'ai regardé sortir une petite aiguille de son sac à main. Elle a passé 5 minutes à percer soigneusement de minuscules trous dans le paquet de préservatifs. Or, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais je suis à peu près certain que perforer des prophylactiques annule leur objectif principal. À moins que l'objectif ne soit pas réellement prophylactique. À moins que l'objectif ne soit reproductif. À moins que ma femme depuis 17 ans essaie de tomber enceinte de quelqu'un qui n'est pas moi. Je suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes après son départ, regardant d'autres voyageurs charger leurs bagages et me demandant quand mon mariage était devenu un mélodrame de jour. Puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire ce que n'importe quel mari raisonnable ferait face à la preuve d'une tromperie élaborée. J'ai commencé à enquêter. Les relevés de téléphone de Claire étaient étonnamment faciles d'accès. Nous partagions un forfait familial, et je gérais toutes les factures. Étonnant de voir à quel point votre vie devient transparente lorsque vous n'essayez pas réellement de cacher quoi que ce soit. Dommage que Claire n'ait pas reçu ce mémo. Le numéro le plus fréquemment appelé au cours des 3 derniers mois n'était ni son hôpital, ni sa mère, ni aucune de ses amies infirmières. C'était un numéro local que je ne reconnaissais pas. Un homme a répondu à la 2e sonnerie. Oui. C'est Gérard? Ça dépend de qui demande. J'entendais le vrombissement d'outils électriques en arrière-plan, le grincement du métal sur le béton. Un chantier de construction peut-être, ou un atelier de fabrication. C'est Henri Dubois. J'appelle à propos de ma femme, Claire. Une longue pause. Puis, oh, zut. Oh, zut est le mot juste, Gérard. Félicitations, au fait. Quoi? Tu vas être papa.
dis à ma femme qu'elle est sans abri maintenant. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement commencé la phase 2 de ce que j'ai décidé d'appeler Opération Transparence Totale. Claire avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine, le mot de passe enregistré sur tous ses comptes e-mail, réseaux sociaux, stockage de photos, tout était accessible en un simple clic. C'était comme si elle voulait être prise. Ou peut-être qu'elle était simplement devenue négligente après des mois de planification secrète. Le fil des emails racontait toute l'histoire. Gérard Duval, entrepreneur en soudure, père divorcé de 3 enfants, louant un duplex dans l'ouest de la ville. Ils se voyaient depuis 5 mois. Il pensait qu'elle était séparée. Elle pensait qu'il allait quitter son ex-femme et recommencer à zéro. Ils avaient tous les deux tort sur beaucoup de choses. Mais les emails les plus intéressants dataient des 2 dernières semaines. Claire expliquant son plan pour tomber enceinte, pour forcer la main, pour faire comprendre à Gérard qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Les réponses de Gérard étaient moins enthousiastes, mais pas entièrement résistantes. Apparemment, il avait toujours voulu plus d'enfants. Eh bien, félicitations à eux deux. Ils étaient sur le point d'obtenir tout ce qu'ils avaient demandé. J'ai passé la matinée à emballer les affaires de Claire. Tout. Vêtements, articles de toilette, livres, la collection de chats en porcelaine qu'elle avait commencé à l'université, les manuels d'infirmière qu'elle avait gardés de l'école, sa moitié de notre service de vaisselle de mariage. Tout ce qui marquait Claire Dubois comme résidente de cette maison étalé dans des cartons et des sacs poubelles avec l'efficacité systématique de quelqu'un qui avait passé 17 ans à apprendre ses préférences organisationnelles. À midi, notre maison avait l'air de n'avoir jamais existé. Charger mon pick-up a pris 3 voyages. L'adresse de Gérard se trouvait dans un quartier que j'avais traversé mais que je n'avais jamais vraiment remarqué. Duplex modeste, allée en gravier, bateaux et caravanes garés dans les jardins. Le rêve français réduit pour s'adapter au budget des cols bleus. La maison de Gérard avait une pelouse décente et un camion de soudeur dans l'allée qui semblait pouvoir survivre à une apocalypse. J'étais en train d'empiler des cartons devant sa porte d'entrée quand elle s'est ouverte. « Je peux vous aider ?» La femme avait peut-être 35 ans, brune, portant des blouses avec des personnages de dessins animés. Elle avait l'air efficace de quelqu'un qui jonglait avec plusieurs emplois et trouvait encore du temps pour les matchs de football de ses enfants. « Êtes-vous Madame Duval ?» Ex-Madame Duval, en fait. Sophie. « Êtes-vous Henri Dubois ?» Je crois que vous connaissez ma femme, Claire. Son visage a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur une compréhension sombre. « Oh, vous êtes le mari. » Était au passé depuis environ 4 heures. Elle a regardé les cartons, puis moi, puis à nouveau les cartons. C'est toutes ces affaires ? Tout ce qui compte. Gérard est-il à la maison ? Il est à l'atelier, mais il a appelé il y a environ 1 heure. Il a dit qu'il avait besoin de me parler de Claire. Qu'elle pourrait peut-être rester ici un moment. Elle a fait une pause. Il a mentionné quelque chose à propos d'un bébé. J'ai hoché la tête. Claire préparait une surprise. J'ai pensé que vous devriez probablement savoir avant qu'elle n'arrive avec ses bagages et son programme de reproduction. Sophie a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Programme de reproduction ? Bon sang. Elle a percé les préservatifs, ai-je dit, ce matin avant de partir pour son faux voyage d'affaires. J'ai pensé que vous voudriez peut-être avertir Gérard que sa petite amie essaie de prendre des décisions unilatérales concernant leur avenir. Fils de... Sophie s'est assise sur ses marches d'entrée comme si ses jambes l'avaient lâchée. Il m'a dit qu'elle était séparée. Il a dit que vous deux étiez déjà en train de divorcer. Nouvelle pour moi. Hier matin, j'étais un homme heureusement marié apportant du café à sa femme pendant qu'elle faisait ses valises pour une conférence médicale. Étonnant comme les choses changent vite. Nous sommes restés assis là un instant, 2 personnes dont la vie avait été réorganisée par les mensonges d'autres personnes. Alors quoi maintenant ? A demandé Sophie. Maintenant, Claire doit expliquer à Gérard pourquoi elle est sans abri, enceinte et cherche un endroit où loger. Et Gérard doit expliquer pourquoi sa petite amie séparée est devenue son ex-petite amie très disponible et très fertile. Et vous ? Je recommence à zéro. 17 ans plus vieux, considérablement plus sage, et nettement plus cynique quant à la nature humaine. Sophie a pris l'un des cartons et a examiné l'étiquette d'adresse. Claire Dubois sonne si normal quand on l'écrit comme ça. Elle peut garder le nom si elle veut. J'en ai fini avec ça. Et si elle revient ? Et si elle réalise qu'elle a fait une erreur ?
Je me suis levé et j'ai épousseté mon jean. Sophie, ton ex-mari est sur le point de découvrir que sa petite amie a menti sur son état matrimonial, sa contraception et sa situation de vie. Ma femme est sur le point de découvrir que l'ex-femme de son petit ami est au courant de leur liaison, de leur projet de grossesse et de son nouveau statut de sans-abri. Et dans environ 6 heures, quand Claire appellera de Lyon pour prendre des nouvelles de son mari dévoué, elle va découvrir que les maris dévoués ne restent pas pour les femmes qui essaient de tomber enceintes d'autres hommes. Ce n'est pas vraiment une réponse. Bien sûr que si. Ce n'est juste pas la réponse qu'elle voudra entendre. J'ai donné mon numéro de téléphone à Sophie et lui ai dit d'appeler si Claire se présentait à ma recherche. Puis je suis rentré chez moi, dans ma maison qui n'avait plus aucune preuve que Claire ait jamais existé, j'ai ouvert une bière et j'ai attendu que le téléphone sonne. Il a sonné à 19h23. Salut, mon cœur. Comment s'est passée ta journée? La voix de Claire était lumineuse et joyeuse. La voix de quelqu'un qui pensait gérer avec succès une double vie. La voix de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son mari avait passé la journée à relocaliser toute son existence. Éducative, ai-je dit. Très éclairant. Comment va la conférence? Oh, tu sais comment ça se passe. Beaucoup de conférences, beaucoup de réseautage. L'hôtel est magnifique, cependant. Vue incroyable sur le lac. Très occupé. Extrêmement occupé. Séminaire consécutif. J'apprends tellement sur les méthodologies avancées de soins aux patients, des méthodologies avancées. Ça a l'air intensif. Ça l'est, très pratique. Elle a ricané à sa propre blague. Mais assez parlé du travail. Que as-tu fait aujourd'hui? J'ai nettoyé la maison, fait du rangement, passé quelques coups de fil. Journée très productive dans l'ensemble. C'est merveilleux, chérie. Je dois y aller. Nous avons une présentation dîner qui commence bientôt. Thème saint et pécheur, tu te souviens? Exact. La question des limites morales. Exactement. Je t'aime. Je t'aime aussi, Claire. Je le pensais aussi. C'était le pire. Même sachant ce que je savais, même après avoir passé la journée à emballer sa vie, j'aimais toujours la femme que j'avais épousée il y a 17 ans. Je ne savais juste plus qui était cette femme. Le deuxième appel est arrivé à 23h47. Henri. La voix de Claire était différente maintenant. Tendue, effrayée, confuse. Oui. Je viens de raccrocher avec Gérard. Ah oui? Comment va Gérard? Il dit que tu l'as appelé. Il dit que tu lui as parlé du bébé. Eh bien, il semblait que c'était le genre de nouvelle qu'un futur père devrait entendre directement. Félicitations, au fait. Quand est la date prévue? Tu devrais peut-être commencer à calculer à partir de ce week-end, en supposant que ton plan fonctionne. Long silence. Puis, comment as-tu su? À propos des préservatifs percés, ou du fait que tu couches avec un soudeur depuis 5 mois en me disant que tu faisais du bénévolat à l'église. Henri, je peux expliquer. J'en suis sûr. Tu es très créative. Conférence médicale, dîner saint et pécheur, échantillon pharmaceutique très imaginative comme narration. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Un autre silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, l'ex-femme de Gérard, Sophie, est une femme très raisonnable. Nous avons eu une longue conversation aujourd'hui pendant que je livrais tes affaires au duplex de Gérard. Il s'avère qu'elle n'avait aucune idée que Gérard voyait une femme mariée. Il s'avère aussi qu'elle n'est pas aussi compréhensive envers les activités extra-conjugales de Gérard que tu aurais pu l'espérer. Tu as livré mes. Qu'est-ce que tu veux dire mes affaires? Tout, Claire. Vêtements, livres, la collection de chats de ta grand-mère, tes manuels d'infirmière. Tout ce qui appartenait à Claire Dubois est maintenant sur le perron de Gérard, attendant qu'il trouve quoi en faire. Tu ne peux pas faire ça. C'est mes affaires. C'est ma maison. Était ta maison, étaient tes affaires. Passé, présent. Tu es une femme célibataire avec une valise pleine de costumes et de préservatifs percés qui appelle son ex-mari depuis une chambre d'hôtel où tu fais semblant d'être à une conférence médicale. Ex-mari? J'ai bégayé? Demain matin, je demande le divorce, adultère, abandon, fraude la sainte trinité de la dissolution matrimoniale.
Mon avocat pense que ça va être rafraîchissant de simplicité. Henri, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Laisse-moi rentrer à la maison. Nous pouvons arranger ça. Ta maison est le duplex de Gérard maintenant. Je te suggère de l'appeler et de voir si Sophie est d'humeur à partager. C'est fou. Tu es fou. Je suis méticuleux. Il y a une différence. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais l'imaginer dans la chambre d'hôtel qu'elle avait réellement réservée, essayant de comprendre comment son plan parfait s'était transformé en un désastre parfait. Et si je suis enceinte, a-t-elle finalement demandé. Alors Gérard va être papa et tu vas être une mère célibataire et je vais être un homme divorcé qui a évité une balle. Il semble que tout le monde obtienne ce qu'il voulait. Ce n'est pas ce que je voulais. Bien sûr que si. Tu voulais de l'excitation. Tu voulais de la passion. Tu voulais te sentir désiré par quelqu'un qui ne connaissait pas tous tes défauts et bizarreries et tes habitudes ennuyeuses du mardi soir. Tu voulais être quelqu'un de différent, quelqu'un de plus intéressant que la femme d'Henri Dubois. Félicitations. Maintenant, tu vas découvrir qui est cette personne. Henri. Claire, en 17 ans de mariage, tu ne m'as jamais menti. Pas une seule fois. Ni sur l'argent, ni sur ta famille, ni sur tes sentiments, ni sur rien d'important. Et puis en 5 mois, tu as menti sur tout. Où tu allais, qui tu voyais, ce que tu faisais, ce que tu voulais. Tu as même menti sur la contraception. J'étais confuse. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais que tu voulais tomber enceinte d'un autre homme. Cela me semble assez spécifique. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer, Claire? Allais-tu rentrer enceinte et me dire que c'était un miracle? Allais-tu quitter Gérard et élever son enfant comme le mien? Allais-tu continuer à mentir jusqu'à ce que le bébé ressemble à un soudeur au lieu d'un comptable? Pas de réponse. Ou allais-tu simplement continuer à vivre 2 vies jusqu'à ce que l'une d'elles explose? Je pensais que je pourrais trouver une solution. Eh bien, félicitations. C'est trouvé. Le 3e appel est arrivé à 2h43 du matin. Henri, je suis chez Gérard. Comment ça se passe? Sophie ne me laisse pas entrer. Elle dit que Gérard n'est pas là, mais son camion est dans l'allée. Peut-être qu'il n'est pas prêt pour les visiteurs. Toutes mes affaires sont toujours sur le porche. Il commence à pleuvoir. Mieux vaut les mettre à l'abri quelque part. Je n'ai nulle part où les mettre. Je n'ai nulle part où aller. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu de l'aiguille, des préservatifs, des 5 mois de mensonges. Tu pourrais essayer un hôtel, de préférence un où se déroule une conférence médicale. Ne sois pas un salaud, Henri. Ne sois pas une femme infidèle, Claire. J'ai fait une erreur. Tu as fait 100 erreurs. L'histoire de la grossesse n'était pas une erreur. C'était un plan. Un plan terrible, mais certainement intentionnel. Je voulais juste me sentir désiré à nouveau. Et maintenant tu sais ce que ça fait de ne pas être désiré. Instructif, n'est-ce pas? Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, pas le genre manipulatrice qu'elle utilisait quand elle voulait que je répare quelque chose, ou que j'achète quelque chose, ou que je pardonne quelque chose. C'étaient les larmes de quelqu'un dont la vie venait de s'effondrer d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. S'il te plaît, Henri, laisse-moi rentrer à la maison. Laisse-moi tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu voulais une vie différente et maintenant tu en as une. Félicitations. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors tu aurais dû y penser avant de commencer à percer des trous dans les préservatifs. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je suis passé devant le duplex de Gérard en allant au travail. La Prius de Claire était garée dans la rue et elle était assise sur le perron, entourée de cartons et de sacs poubelles. Elle ressemblait à une réfugiée de sa propre vie. Je ne me suis pas arrêté. À l'heure du déjeuner, j'ai appelé Sophie. Comment se passe la situation là-bas? Compliqué, a-t-elle dit. Gérard est rentré vers 1h du matin, complètement ivre. Lui et Claire se sont disputés sur la pelouse devant. La moitié du quartier les a entendus. Quel est le verdict? Il ne veut rien avoir à faire avec elle. Il dit qu'elle a menti sur le fait d'être séparée, menti sur la contraception, menti sur tout. Il lui a dit de trouver un autre endroit où aller. Et Claire est toujours assise sur mon perron comme un chat errant.
J'ai presque pitié d'elle. Non. Elle a fait ses choix. Et si elle est vraiment enceinte? Alors elle trouvera une solution. Les gens le font. Tu en as vraiment fini avec elle, n'est-ce pas, Henri? Sophie, si ton ex-mari t'avait menti pendant 5 mois en te disant qu'il était célibataire, puis avait essayé de tomber enceinte d'une autre femme pour forcer une sorte de décision, le reprendrais-tu? J'ai compris. Claire voulait être quelqu'un d'autre. Maintenant, elle va découvrir qui est cette autre personne. Ce soir-là, Claire est venue à mon bureau. Je terminais des papiers quand elle a frappé à la porte. Elle avait l'air terrible. Cheveux non lavés, vêtements froissés, yeux rouges d'avoir pleuré. Elle ressemblait à quelqu'un dont la vie avait implosé d'une manière qu'elle n'avait pas vu venir. On peut parler, a-t-elle demandé. Nous parlons. Je peux m'asseoir? J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise avec précaution comme quelqu'un qui n'était pas sûr que le meuble la supporterait. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Laquelle? L'aventure, les mensonges, ou le plan de grossesse? Tout. Tout. J'ai été stupide et égoïste et j'ai ruiné tout ce qui était bien dans ma vie. Oui, tu l'as fait. Peux-tu me pardonner? Je me suis appuyé sur ma chaise et j'ai étudié la femme avec qui j'étais marié depuis 17 ans. Elle ressemblait à Claire, sonnait comme Claire, mais c'était une étrangère. La Claire que j'avais épousée n'aurait pas trompé. La Claire que j'avais épousée n'aurait pas menti. La Claire que j'avais épousée n'aurait pas essayé de tomber enceinte d'un autre homme. Claire, sais-tu ce que je fais dans la vie? Tu es expert comptable judiciaire. J'enquête sur la fraude financière. Les gens me mentent tous les jours sur les transactions, sur les actifs, sur leurs circonstances. Et chaque jour, je découvre ce qui s'est réellement passé par rapport à ce que les gens veulent que je croie qu'il s'est passé. Je sais. Alors quand tu me dis que tu as fait une erreur, je sais que tu mens. Quand tu me dis que tu étais confuse, je sais que tu mens. Quand tu me dis que tu veux rentrer à la maison, je sais que tu mens. Je ne mens pas. Tu as passé 5 mois à planifier de tomber enceinte d'un autre homme. Ce n'est pas de la confusion, Claire. C'est une stratégie. Une terrible stratégie, mais certainement intentionnelle. Elle a recommencé à pleurer. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais que tu pouvais avoir les deux vies. La sécurité d'être marié à moi et l'excitation d'être avec Gérard. Tu pensais que tu pouvais tomber enceinte et que ça marcherait d'une manière ou d'une autre. Tu pensais que tu étais plus intelligente que tout le monde. J'avais tort. Oui, tu avais tort, surtout. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Papier de divorce. Signé et déposé ce matin. Tu peux les contester si tu veux, mais étant donné les circonstances, je ne pense pas que cela te soit favorable. Elle a pris l'enveloppe comme si elle allait exploser. Henri, s'il te plaît. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons arranger ça. Non, nous ne pouvons pas, parce que je ne te fais plus confiance. Parce que chaque fois que tu auras 5 minutes de retard, que tu passeras un appel que je ne reconnaîtrai pas, ou que tu iras au magasin pour du lait, je me demanderai ce que tu fais vraiment, parce que tu as détruit 17 ans de mariage pour 5 mois d'excitation. Ce n'était pas une question d'excitation. De quoi s'agissait-il? Je me sentais invisible, comme si j'étais juste la femme d'Henri, pas Claire. Comme si je disparaissais dans notre routine, notre mariage, notre vie. Gérard m'a fait me sentir importante. Et maintenant je me sens comme rien. J'ai presque eu pitié d'elle alors. Presque. Mais la sympathie ne défait pas la trahison. Et la compréhension n'excuse pas les mensonges. Claire, tu n'as jamais été invisible pour moi. Tu étais ma partenaire, ma meilleure amie, la personne avec qui j'ai choisi de construire une vie. Si tu te sentais disparaître, tu aurais dû me parler. Si tu avais besoin d'excitation, nous aurions pu la trouver ensemble. Si tu voulais te sentir importante, nous aurions pu travailler là-dessus. J'ai essayé de te parler. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as décidé que j'étais le problème et que Gérard était la solution, et tu ne m'as jamais donné la chance de faire partie de la conversation. Je suis désolé. Je sais que tu le es, mais désolé ne règle pas ça. Désolé ne me rend pas 17 ans de confiance. Désolé ne me fait pas oublier que tu étais prête à me laisser élever l'enfant d'un autre homme comme le mien.
Elle est restée assise, tenant les papiers de divorce, l'air de quelqu'un qui avait enfin réalisé toute l'étendue de ce qu'elle avait perdu. « Où suis-je censé aller ?» a-t-elle finalement demandé. « Je ne sais pas, Claire. C'est ton problème maintenant. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai nulle part où rester. Tu as un emploi. Tu as des amis. Tu as de la famille. Tu as une voiture et une valise et toute la liberté que tu voulais. Je ne veux pas de liberté. Je veux rentrer à la maison. La maison ne veut pas de toi. » Elle a laissé les papiers de divorce sur mon bureau et est partie sans un mot de plus. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle montait dans sa Prius et s'éloignait. Et pour la première fois en 3 jours, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti du soulagement. 6 mois plus tard, je prenais un café avec Sophie Duval au restaurant du centre-ville. « Comment vous adaptez-vous à la vie de célibataire ?» a-t-elle demandé. « Mieux que prévu. Plus calme, mais mieux. » Des regrets concernant le divorce? Non. Concernant la façon dont je l'ai géré, parfois? Qu'auriez-vous fait différemment? J'ai remué mon café et y ai réfléchi. Peut-être que j'aurais été moins dramatique. Peut-être que j'aurais essayé plus fort de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait avant de décider de la punir pour ça. Mais vous l'auriez quand même divorcée. Absolument. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut réparer comme un appareil cassé. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et Claire? Une idée de comment elle va? Elle a déménagé à Bordeaux, a trouvé un emploi dans un hôpital là-bas. Selon des amis communs, elle n'est pas enceinte, donc soit les préservatifs percés n'ont pas fonctionné, soit Gérard a été plus prudent qu'elle ne l'avait anticipé. Et Gérard? Toujours soudeur, toujours locataire de ce duplex. Toujours pas intéressé par les femmes compliquées avec des agendas compliqués. Sophie a ri. Un homme intelligent. Assez intelligent. Et vous? Des perspectives. Je prends un congé sabbatique des hommes pour un moment. Il s'avère qu'ils sont plus compliqués que je ne le pensais. C'est juste. Nous sommes restés dans un silence confortable. 2 personnes qui avaient été des dommages collatéraux des mauvaises décisions d'autres personnes, essayant de comprendre ce qui allait suivre. Henri, a finalement dit Sophie. Oui. Pour ce que ça vaut, je pense que Claire était une idiote. Oui, je l'ai dit. Mais c'était mon idiote pendant 17 ans, et ça me manque parfois. L'idiote, ou les 17 ans? Les deux, je suppose. La femme que j'ai épousée n'était pas une idiote. Elle était intelligente, drôle, gentille et honnête. Je ne sais pas quand elle est devenue quelqu'un qui percerait des préservatifs et mentirait sur les conférences médicales. Les gens changent. Oui, ils changent. L'astuce est de savoir s'ils ont changé en quelqu'un de meilleur ou en quelqu'un de pire. Et Claire. J'ai fini mon café et j'ai laissé de l'argent sur la table. Claire est devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Peut-être que cette personne est meilleure pour quelqu'un d'autre, mais elle n'était pas meilleure pour moi. J'ai raccompagné Sophie à sa voiture et je suis rentré chez moi, dans ma maison qui commençait enfin à ressembler à nouveau à un chez-soi au lieu d'une scène de crime. J'avais réaménagé les meubles, peint la chambre, remplacé les photos de mariage par des photos d'endroits où je voulais voyager. La maison était calme, mais elle n'était pas vide. Elle était pleine de possibilités au lieu de mensonges. Et cela me semblait un progrès. Parfois, tard dans la nuit, je me demandais si j'avais été trop dur, si j'aurais pu gérer la trahison de Claire avec plus de grâce, plus de pardon, plus de compréhension de la crise de la quarantaine qui avait transformé ma femme honnête en une étrangère infidèle. Mais ensuite, je me souvenais de l'aiguille, des préservatifs, des 5 mois de mensonges élaborés, et je réalisais que la grâce a ses limites. Le pardon a ses frontières. La compréhension ne mène pas toujours à la réconciliation. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un qui essaie de détruire votre vie est de le laisser trouver la sienne. Claire avait voulu être quelqu'un de différent, quelqu'un de plus excitant, quelqu'un pour qui mentir valait la peine. Maintenant, elle devait passer le reste de sa vie à découvrir qui était cette personne. Et moi, je devais passer le reste de la mienne à être reconnaissant de ne pas avoir eu à regarder. Le rebondissement final est arrivé 8 mois plus tard, un mardi matin, quand Sophie m'a appelé au travail. Henri, il faut que tu saches quelque chose sur Claire. Quoi encore? Elle est de retour en ville et elle est définitivement enceinte. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de bureau. À quel point enceinte?
trait. Comme sur le point d'accoucher d'un jour à l'autre. Et Gérard dit que ce n'est pas le sien. Il dit que le timing ne correspond pas. Il dit qu'elle devait voir quelqu'un d'autre aussi. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Bien sûr qu'elle l'était. Claire a toujours été une sudiste. Il y a plus, a dit Sophie. Elle a appelé en ville pour essayer de trouver quelqu'un qui l'hébergerait. Apparemment, les choses n'ont pas marché à Bordeaux non plus. Laisse-moi deviner. Elle a dit à son nouveau petit ami qu'elle était divorcée, est tombée enceinte, et il a compris qu'elle mentait sur quelque chose d'important. Comment as-tu su? Parce que les gens ne changent pas, Sophie. Ils deviennent juste meilleurs pour se mentir à eux-mêmes sur qui ils sont vraiment. Elle m'a appelé hier, m'a demandé si je pensais que tu pourrais la reprendre maintenant qu'elle a appris sa leçon. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que certaines leçons arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Bon conseil. Elle loge au motel sur la 9, chambre 247, si ça vous intéresse. Non. Je ne pensais pas que vous le sauriez, mais je pensais que vous deviez le savoir. Ce soir-là, en rentrant du travail, je me suis retrouvé à prendre le long chemin pour passer devant le motel de la 9. Je me suis dit que c'était juste de la curiosité, juste pour voir comment l'histoire se terminait. Mais en réalité, je pense que j'avais besoin de savoir que ma décision de m'éloigner avait été la bonne. La Prius de Claire était garée devant la chambre 247, l'air aussi fatigué et usé que sa propriétaire devait l'être. Les rideaux étaient tirés, mais je pouvais voir la lueur bleue d'une télévision à travers le tissu fin. Je suis resté dans mon camion pendant 10 minutes, moteur en marche, pensant à la femme à l'intérieur de cette chambre de motel. 17 ans de mariage, 5 mois de mensonges, et maintenant elle était seule et enceinte d'un enfant qui pourrait appartenir à n'importe quel nombre d'hommes qu'elle avait trompés en chemin. J'aurais pu frapper à cette porte, aurais pu lui offrir un endroit où loger jusqu'à l'arrivée du bébé, j'aurais pu essayer de reconstruire quelque chose des ruines de notre mariage. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Parce que certaines confiances, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Parce que certaines personnes, une fois qu'elles vous ont montré qui elles sont vraiment, méritent d'être crues. Je suis rentré chez moi, dans ma maison tranquille, ma vie ordonnée, mon existence paisible. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue quand j'ai épousé Claire il y a 17 ans. Mais c'était honnête. C'était réel. C'était la mienne. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé cette aiguille et ces préservatifs percés, cela me suffisait. 3 jours plus tard, Sophie a appelé pour me dire que Claire avait donné naissance à une petite fille en bonne santé. Le père était encore inconnu, un test de paternité était en attente. Claire l'avait désigné comme Henri Dubois sur l'acte de naissance, mais mon avocat était déjà en train de déposer des documents pour contester cette affirmation. Vous pourriez demander un test de paternité, a dit Sophie, juste pour être sûr. Je n'ai pas besoin de test, ai-je dit. Je sais exactement quand Claire et moi avons couché ensemble pour la dernière fois, et ce n'était pas il y a 9 mois. Alors, qu'arrive-t-il au bébé? Ce n'est plus mon problème. Et Claire non plus. Vous en avez vraiment fini avec elle, n'est-ce pas, Henri? Certaines personnes passent toute leur vie à essayer de comprendre qui elles sont. Claire a passé 5 mois à me montrer exactement qui elle était. Je suis juste assez intelligent pour y prêter attention. Et qui était-elle? Quelqu'un qui pensait que mentir était plus facile que de dire la vérité. Quelqu'un qui pensait que la tromperie était plus simple que l'honnêteté. Quelqu'un qui pensait qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait sans en payer le prix. Et maintenant elle va découvrir quel était ce prix. J'ai raccroché le téléphone et je suis retourné à ma soirée tranquille du mardi, ma vie honnête, mon existence paisible. Quelque part en ville, Claire apprenait à être une mère célibataire avec un passé douteux et un avenir incertain. Je n'ai pas eu pitié d'elle. Je n'ai pas été en colère contre elle. Je n'ai rien ressenti du tout. Et cela, j'ai réalisé, était exactement comme il fallait. La femme que j'avais aimée pendant 17 ans était morte au moment où elle avait pris cette aiguille et commencé à percer des trous dans ses préservatifs. Ce qui restait était une étrangère qui partageait son nom et son visage. Mais pas son cœur, pas son âme, pas son intégrité. J'avais déjà pleuré cette mort. J'avais pleuré cette perte. J'avais enterré ce mariage. Ce qui arrivait à l'étrangère ne me concernait plus.